Bonjour Thomas Fressin, bienvenue sur le Do Corpus et sur notre émission d'entrée de jeu. Merci d'avoir accepté notre interview. Pour commencer, une question usuelle, classique. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour Boris, et merci à Ludocorpus de m'accueillir. Alors je me présente, je m'appelle Thomas Fressa, je suis aujourd'hui un chercheur qui a plusieurs cordes à son arc, comme vous avez pu l'écrire dans un précédent billet sur Ludocorpus. Alors j'ai effectivement un parcours professionnel et académique sans doute un peu atypique. Après un an de prépa en maths sup au lycée militaire de Saint-Cyr, l'école, j'ai suivi une formation académique très pluridisciplinaire pour finir sur un master recherche en ingénierie de l'information. Et après quelques années d'expérience professionnelle, j'ai souhaité débuter une thèse en informatique, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Donc un peu frustré, j'ai voulu m'y remettre sur un projet doctoral que j'ai débuté en 2016, thèse qui s'est intéressée au noble jeu de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse sous l'époque moderne, donc sous l'Ancien Régime en particulier. Alors sur le plan professionnel, j'ai pendant plus de 15 ans exercé dans différents métiers dans le milieu de la veille et de l'intelligence économique. Et je suis aujourd'hui officier commissionné au centre de recherche de la gendarmerie nationale. Et en parallèle à cette activité professionnelle, je continue mes activités de recherche. Je suis également maître de conférences associé en informatique à l'université Gustave Eiffel, où j'enseigne l'informatique que j'oriente beaucoup vers les humanités numériques. Donc voilà effectivement un profil sans doute un peu atypique et avec des finalités nombreuses par rapport aux intérêts qui nous intéressent, à savoir les jeux ici même. Alors, vous venez de nous parler de votre sujet de thèse. Pouvez-vous nous en dire plus? Je crois que vous avez soutenu en juin 2020 une thèse en histoire moderne. Quel en était le sujet? Alors, le titre de ma thèse était Des bourgeoisies urbaines en quête de distinction, deux points, les compagnies des chevaliers de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse entre 1585 et 1793. En fait, cette thèse est le résultat d'une recherche que j'ai menée pendant à peu près une vingtaine d'années. Alors pourquoi 20 ans? C'est que quand j'avais environ 15 ans, pour le coup, je venais juste d'intégrer ce qu'on appelle encore aujourd'hui une compagnie d'arc. Donc c'est un club de tir avec comment dire, des traditions qui existent et qui sont encore très très fortes. Traditions qui remontent effectivement au moins jusqu'à l'époque moderne, à l'Ancien Régime. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai accumulé beaucoup de documentation et je me suis dit, avec le soutien bien sûr de mes co-directeurs de thèse, que je pouvais me lancer sur un travail de recherche doctorale sur la thématique de l'archerie traditionnelle. Alors, concrètement, à quoi s'intéresse ma thèse? Elle analyse en fait la quête de distinction des bourgeoisies urbaines à l'époque moderne, à travers effectivement ces formes de compagnies très particulières de chevaliers de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. Alors le cadre de mon étude était le royaume de France, je l'évoquais tout à l'heure, d'Henri IV jusqu'à 1793. 1793 étant la date qui a vu effectivement la dissolution de ces compagnies. Alors, ma thèse s'inscrit à l'intersection de plusieurs types d'histoires, l'histoire de la bourgeoisie, l'histoire des sociabilités, l'histoire des jeux et également l'histoire militaire des villes. Elle montre les enjeux qu'avaient les bourgeois à l'époque au maintien d'une forme de sociabilité très particulière qui permettait effectivement de s'opposer des fois avec les autorités municipales, royales et militaires pour acquérir des pouvoirs, etc. Donc la première partie de ma thèse expose justement les origines diverses et amalgamées de ces compagnies pour ensuite se consacrer à la passion de la bourgeoisie pour la sociabilité et les privilèges. Elle montre comment ces compagnies se sont structurées en sociétés urbaines d'élus, vraiment d'élus, comment elles se sont construites en un ordre chevaleresque urbain connu et reconnu à travers le royaume. Forme de sociabilité qui intéressera progressivement les habitants jusqu'aux faubourgs et dans les villages qui souhaitaient également effectivement pratiquer l'arc, l'arbalète et l'arquebuse sous forme un petit peu originale. La seconde partie de ma thèse, elle, analyse les activités organisées par ces compagnies dans l'espace urbain en étudiant en particulier leur exercice et leur concours de tir. Car les chevaliers des nobles jeux organisaient de multiples exercices et jeux qui se voulaient être des jeux d'élite réservés à l'élite. Je présente donc dans cette deuxième partie les grandes manifestations urbaines qu'ils organisaient sous forme de jeux olympiques, de fêtes grandioses, imprégnées d'une grande théâtralité chevaleresque. La troisième partie, quant à elle, permet d'apprécier les jeux et les enjeux des pouvoirs à travers la stratégie qu'avaient ces chevaliers
de distinction et de conservation de leurs droits et d'exemption au sein de l'espace urbain. Enfin, la dernière partie se concentre sur la place réservée à ces compagnies au sein de la milice bourgeoise, qu'elle avait vraiment une place, elle se donnait une place réservée, et à leur caractère militaire volontairement affiché. J'ai étudié dedans les rares missions de sécurité et de défense qui leur étaient confiées par les villes, et je montre qu'à travers les siècles, en fait, ces compagnies ont eu un rôle militaire relativement fantasmé, accessoire et même décrié, on peut le dire. En effet, ces compagnies occupaient dans la ville des places d'honneur et de sécurité qui permettaient aux chevaliers des nobles jeux de se distinguer des simples miliciens de quartier. En gros, ils s'habillaient avec des très beaux uniformes, avec des grades d'officiers supérieurs pour se sentir véritablement et se représenter de façon supérieure aux simples miliciens des quartiers. À la toute fin de ma thèse, j'étudie les turbulences de la Révolution, bien évidemment, et je montre en quoi les compagnies ont évolué dans le temps, durant la Révolution, pour prendre quelques risques que j'appellerais militaro-politiques pour survivre, mais rien n'y fera. En 1793, les compagnies nobles jaunes sont dissoutes et intègrent la garde nationale. Ça sera leur fin. Merci Thomas pour ce résumé détaillé et très précis de votre thèse. Donc ça fait 1 an que vous avez soutenu. Est-ce que vous avez déjà tiré des enseignements sur cette thèse? Qu'est-ce que ça vous a appris? De quelle façon ça a pu changer votre pratique de chercheur et professionnel? Je dirais avant tout qu'une thèse, pour moi, c'est un défi qu'il faut arriver à relever sur la durée. C'est véritablement comme ça que je caractérise à titre personnel une thèse. Alors pourquoi un défi? Même au-delà de ça, c'est presque un véritable parcours du combattant. Alors il y a un aspect administratif, mais au-delà de ça, effectivement, un parcours du combattant académique avec un certain nombre d'épreuves qu'il faut passer. De plus en plus, les choses sont en train de se structurer pour le doctorant et c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est très bien. Et l'autre aspect important de ce parcours du combattant que le doctorant doit mener dans le cadre de ses recherches, en tout cas, ce que je pense, c'est que pour y arriver, il faut véritablement avoir une passion, la passion pour son sujet d'étude. Sans cela, c'est extrêmement compliqué de pouvoir y arriver. Alors, et puis moi, j'y suis très attaché à cette forme de passion dans le cadre d'un travail doctoral, et je m'accroche là souvent au proverbe français qui dit « la passion conduit bien plus loin qu'on ne pense ». Effectivement, je l'ai vécu à titre personnel dans le cadre de ma thèse. Ça m'a véritablement permis de me dépasser quelque part par rapport à effectivement ces études de recherche doctorale que j'ai menées en parallèle à ma carrière professionnelle, ce qui n'était pas toujours très simple. Malgré cela, il faut revenir aussi là-dessus. Au-delà de la passion, il faut penser à la raison. Il faut coupler tout ça à la raison. On le voit très bien, et c'est là le petit conseil que je pourrais donner aux éventuels candidats doctorants qui pourraient nous écouter, c'est de s'interroger sur les finalités d'un projet doctoral. Car on le sait, aujourd'hui, les débouchés sont extrêmement compliqués après un doctorat dans l'enseignement et la recherche. Ce n'est pas toujours évident, donc il faut véritablement effectivement se renseigner et se questionner sur ce qu'on souhaite faire après un projet doctoral. En ce qui me concerne, c'était véritablement, j'y reviens là, un défi pour pouvoir effectivement soutenir un travail construit et qui puisse effectivement faire avancer modestement la science sur un sujet très particulier qui m'intéressait et qui me passionnait. En 2018-2019 et 2019-2020, vous avez été lauréat 2 fois de suite de l'appel à projet du GIS Jeux et Société. Pourquoi avez-vous sollicité cette aide, cette subvention, et quelle était la nature des projets qui ont été soutenus? Alors, tout d'abord, pour commencer, très clairement, je remercie le GIS parce qu'il m'a permis effectivement de soutenir deux projets qui étaient liés d'ailleurs à ma thèse. Le premier était, j'avais des besoins particuliers pour arriver à étudier les différentes mises et les différents prix sportifs qui étaient proposés par ces compagnies des nobles jeux de l'Arquebuse et de voir l'évolution que pouvait prendre sur le plan pécunier ses mises et ses prix. Donc, grâce au soutien du GIS, j'ai pu arriver notamment à pouvoir numériser des fonds particuliers auxquels je n'avais pas facilement accès. Donc, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça, de pouvoir les étudier a posteriori après avoir pu les faire numériser. Et puis, sur le plan également technique, je suis très attaché, mais je pense qu'on pourrait y revenir tout à l'heure,
aux humanités numériques. Et effectivement, j'ai mis en place un outil un convertisseur qui m'a permis de pouvoir convertir un petit peu et regarder l'état en fait dans le temps de ces mises et de ces prix pour pouvoir me rendre compte de l'évolution de tout cela. Et le deuxième projet que j'ai pu mener grâce au soutien du GIS a été de pouvoir publier en ligne, après les avoir constitués, une annexe numérique de thèse, c'est-à-dire que toutes les données que j'ai eues à traiter, à manipuler dans le cadre de ma thèse ont été publiées en ligne, ce qui permet aujourd'hui notamment à la communauté qui s'intéresse à l'histoire de l'archerie en particulier, parce que c'est souvent eux qui sont intéressés par mes travaux d'un point de vue complètement pratique, donc peuvent retrouver dans mon annexe, sous forme cartographique directement, l'ensemble des anciennes compagnies que j'ai pu recenser sous l'Ancien Régime, et on peut voir dessus l'ensemble des informations sur ces compagnies et les sources associées, ce qui permet de pouvoir, pour ces compagnies, creuser sur leur histoire. Donc voilà, au-delà de la thèse, on voit un intérêt aussi social, historique, pour les érudits de l'archerie traditionnelle. Ils peuvent retrouver des informations concernant leurs anciennes compagnies. Donc on voit là des projets très portés sur le grand public in fine, en tout cas sur le deuxième projet en particulier, et qui ont pu voir le jour véritablement grâce au soutien du GIS, que je remercie encore une fois. Quelle est votre actualité scientifique aujourd'hui? Alors mon actualité aujourd'hui, je suis vraiment en train de changer un petit peu. Effectivement, aujourd'hui, j'étais beaucoup axé sur ma thèse. L'objectif de cet été, ça sera de pouvoir arriver à rédiger l'ouvrage issu de ma thèse, donc et de pouvoir la publier in fine. Donc les choses avancent pas trop mal de ce côté-là. Mais sur le plan scientifique, j'avoue que j'ai un besoin après ma thèse de me renouveler. J'envisage effectivement d'orienter un petit peu différemment les choses au niveau de mes recherches. Je vais sans doute abandonner mon sujet que j'ai abordé dans le cadre de ma thèse. Je vais même sans doute m'éloigner un peu de l'histoire des jeux en général pour plutôt me consacrer à l'histoire des maréchaussées sous l'Ancien Régime, et puis également beaucoup m'impliquer de plus en plus dans des projets appliqués liés aux humanités numériques, parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne particulièrement. Donc c'est vraiment véritablement aujourd'hui mon actualité scientifique est vraiment tournée sur ces différents aspects-là. Et vous souhaitez nous en dire plus sur ces humanités numériques et sur ce vers quoi vous emmènent vos futurs projets? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs projets sur le feu que je réalise exclusivement sur mon temps personnel, donc ça avance au rythme auquel ça peut avancer dès que je le peux. Concrètement, en tout cas dans les humanités numériques, effectivement, je m'intéresse de plus en plus à ce que je pourrais appeler la captation automatisée, le traitement, l'exploitation et la représentation en fait de la donnée historique spatialisée. J'essaye véritablement de travailler de plus en plus avec des données historiques qui sont, on va dire, géoréférencées pour pouvoir les exploiter sous forme notamment spatiale et de leur représentation en particulier. Alors sur ce point, aujourd'hui, j'ai deux projets de recherche qui me prennent beaucoup de temps. Le premier, c'est la mise en ligne assez récente d'un atlas historique de la gendarmerie qui vise justement à réaliser un atlas historique interactif, coopératif, qui permet de représenter l'emplacement des unités de la maréchaussée puis de la gendarmerie dans le temps, suivant certaines thématiques qui me tiennent à cœur. Donc j'ai commencé à implémenter un certain nombre de cartes, et puis au fur et à mesure, je travaille avec une équipe de collaborateurs à pouvoir insérer de nouvelles cartes pour pouvoir présenter des nouveaux thèmes au public. Le deuxième projet qui m'intéresse beaucoup et qui me prend aussi beaucoup de temps en ce moment, c'est le projet baptisé Immersail, qui vise, lui, à recenser sous forme d'études l'ensemble des locataires du château de Versailles, les locataires qui faisaient partie de la cour du château de Versailles sous l'Ancien Régime, et cela à différentes périodes. Donc nous aurons une interface toujours interactive qui permettra de choisir différentes périodes, différents niveaux du château de Versailles, et de pouvoir voir qui étaient les locataires à différentes périodes. Donc il y a tout un travail dessus que je mène en collaboration avec l'université de Rennes 2, avec l'université à laquelle je suis affecté en tant que maître de conférence associé en informatique, à savoir l'université Gustave Eiffel, et un travail également avec la grande chancellerie de la Légion d'honneur qui vient d'être ajoutée au projet très récemment pour pouvoir croiser la data avec d'autres bases de données. Donc on va le faire avec la grande chancellerie de la Légion d'honneur,
notamment pour voir qui parmi ces anciens locataires étaient autrefois membres d'ordre de chevalerie. Voilà, on essaie de croiser et de mettre ces informations à la disposition du grand public en mode open science et open data, parce que ce sont d'autres thématiques qui m'intéressent tout particulièrement. Voilà en gros l'actualité scientifique et mes projets au court terme, particulièrement liés aux humanités numériques, Boris. Écoutez, merci Thomas pour cet aperçu de projet qui s'avère passionnant et riche aussi à la fois pour les chercheurs en histoire et le grand public, comme vous l'avez mentionné. On suivra bien sûr votre actualité et notamment la publication de votre thèse avec intérêt sur le corpus. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.